Ok. Alors bon, je vais augmenter pour que ça soit plus lisible. Alors j'augmente la taille. 18. Bon, je vais mettre 24 ou 36. Voilà, là, je pense que tout le monde va voir. C'est grand, mais c'est lisible. Hein? Si c'est lisible, vous me dites. Si c'est pas lisible, vous me dites. Ok, très bien. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons aborder un cas pratique. Hein. Donc, nous allons paralyser le programme de calcul de pi. Donc, le programme de calcul de pi. Dans un premier temps, je vais vous présenter le programme séquentiel du calcul de pi. Très bien. Alors, on revient à notre slide. Donc, ici, on dit calcul de parallèle de la valeur de pi. Donc, cas avec deux threads. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire simple. D'accord? Donc, on va traiter le cas, mais en utilisant deux threads. Donc, si on déroule tout le process avec deux threads, après, on passe à 4 threads, après, pour généraliser. Donc, ça permettra quand même de mieux comprendre la procédure. D'accord? Au lieu de commencer par une règle générale, quoi. Donc, généralement, il faut commencer par les cas les plus basiques. Après, passer à une généralisation, quoi. Donc, comme je vous avais dit, il n'y a pas de méthode arrêtée ou bien de méthode toute faite pour dire que c'est cette méthode qu'il faut appliquer pour faire le traitement parallèle. Donc, c'est des approches qu'on utilise, donc des techniques, voilà. Mais l'essentiel, c'est d'aboutir à un résultat final qui puisse permettre d'influencer le code séquentiel de sorte que le code parallèle va s'exécuter et permettre d'avoir un gain en termes de temps. Donc, parce que l'objectif qui est recherché, c'est une exécution plus rapide. D'accord? De toute façon, on reviendra sur les objectifs du traitement parallèle, ou bien de la programmation parallèle. Inch'Allah. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier la boucle for à paralléliser. D'accord? Donc, nous allons d'abord retourner à notre code, analyser notre code. Alors, le programme de calcul de pi. Donc, j'ai présenté d'abord le programme de calcul séquentiel. Le calcul de la valeur de pi. Donc, la valeur de pi, c'est combien? Vous tous, vous connaissez. Hein? Quelqu'un peut me donner la valeur de pi? La valeur connue? Pi égale à combien? Vous ne connaissez pas la valeur de pi? Voilà. Donc là, c'est la version qui est connue de tous. Et c'est la version arrondie. Parce que là, on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Qui connaît la valeur de pi à 4 chiffres après la virgule? Je mets une pièce de 5 francs. Comme la pièce de 5 francs est très rare, je mets une pièce de 5 francs. Pour qui connaît la valeur de pi? 4 chiffres après la virgule. C'est 3, 14, 15. C'est sûr? Est-ce que tu n'es pas allé très vite dans Google là, rechercher? Je vais noter. 3, 14, 15. D'accord. 3, 14, 16. Donc ça, c'est 4 chiffres après la virgule. Si on arrondit. Très bien. Bon, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de pi qu'on utilise, c'est une valeur approximative. Donc ça veut dire que la valeur de pi, ça paraît jusqu'à 8, 10 chiffres après la virgule. D'accord? Maintenant, puisque nous, on utilise 3,4, on utilise dans des... soit on ne tient pas, dans nos calculs, on ne tient pas rigueur des
de la suite des virgules, hein, on ne tient pas à rigueur parce qu'on se dit que là, il n'y a pas une conséquence terrible, quoi. Mais derrière, quand on manipule ce qu'on appelle des programmes qui sont assez sensibles, critiques, je vais dire, alors voilà, des programmes critiques, d'accord? Par exemple, parce que pi est utilisé pour calculer souvent la circonférence, mais le périmètre d'un cercle. Pi aussi est utilisé pour calculer la surface ou l'aire d'un cercle. Il peut être utilisé aussi pour calculer la surface d'une sphère, etc. D'accord? Bon. Alors, vous me direz la différence entre 3.14, comme vous avez dit, 3.1415 et 3.1416. La valeur est entre les deux. Parce que tous ces deux-là, c'est arrondi. 14,15 c'est arrondi par défaut, disons, arrondi à minima, 14,16 c'est arrondi à maximum. Très bien. Maintenant, si on manipule, par exemple des unités en termes de milliards de kilomètres, par exemple. Par exemple, si moi je calcule la circonférence, le périmètre d'un cercle en termes de mètres, bon, je peux utiliser 3.14. Peut-être que la différence en termes de virgule ne se fait pas ressentir. Mais si c'est des milliards de kilomètres, le rayon, on verra entre 14,15 et 14,16, la différence c'est des centaines de kilomètres, ou bien des milliers de kilomètres. D'accord? Parce qu'on n'est pas très précis. Maintenant, plus on augmente le nombre de chiffres après la virgule, plus on est précis. Donc moins, plus on réduit le risque d'erreur. Parce que parce qu'on utilise des données donc, en termes d'ordre de grandeur, en termes de milliards de kilomètres, ou bien en termes d'années-lumière. Donc aussi en termes d'années-lumière, vraiment c'est dans un ordre de grandeur très important. Donc là, il faut faire très attention à la précision. OK? Alors, pour le programme de calcul de pi, donc c'est assez simple là. D'accord? Le code séquentiel est là. Vous avez final stat int n. Ici, on fixe n à 1 milliard. D'accord? Après, je vous expliquerai le choix de n. Donc, le programme, c'est ça. Donc, long start time, système.current, ça fait pas partie du calcul. D'accord? Ça, c'est juste pour mesurer la durée d'exécution. Donc, c'est pour le chrono. Start time, donc c'est pour le chrono. Donc, top chrono, d'accord? Pour après, à la fin, on met elapsed time, n chrono. Donc, ça va nous permettre de mesurer le temps ou bien d'évaluer le temps d'exécution de notre programme de calcul de pi. OK? Alors, ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il y a une valeur double pi qui est égale à 1.0, qu'on initialise à 1.0. Et là, vous avez la boucle. D'accord? Donc, c'est for int i égale à 1, i inférieur égale à n, i plus plus. Pi égale pi plus mat point power de moins 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance i modulo 2, multiplié par 1.0, divisé par 2.0 fois table de i plus 1.0. Voilà. Donc, en fait, bon, ne me demandez surtout pas ça signifie quoi ça, tout ça là. Bah, en tout cas, ce qui est important de savoir, l'idée, c'est de savoir que c'est comme ça le programme. Bon, certainement, quand vous faites, il y a une démonstration mathématique pour avoir la valeur de pi. Maintenant, c'est traduit en termes de programme informatique, ainsi qu'il suit. Maintenant, ce qui est important ici, c'est comment nous, ce code-là, on va le paralléliser. C'est ça l'objet. L'objet, ce n'est pas forcément de décortiquer mat.power, moins 1, i. Ce n'est pas ça l'objet ici. Parce qu'il faut qu'on se focalise sur l'objet. L'objet, c'est qu'on vous donne un programme séquentiel. Vous n'avez pas le droit de modifier l'essence du code séquentiel. Mais vous reformulez de sorte que le programme va s'exécuter de manière parallèle et que derrière qu'on obtienne des résultats qui sont similaires à l'exécution du code séquentiel. D'accord? Alors, je vous avais dit, donc pour la première chose à faire, c'est qu'il faut identifier une région parallèle. Ce qu'on s'était dit. D'accord? Donc, la région parallèle, c'est quoi? C'est une partie du programme susceptible d'être exécutée simultanément par plusieurs processeurs. C'est ça une région parallèle.
D'accord? Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, il faut identifier la boucle fort à paralyser, la région parallèle. Ici, puisque notre région parallèle, c'est une boucle fort, il faut l'identifier, ainsi que les index de début et de fin. D'accord? Alors, notre boucle fort, c'est ça. C'est ça la région parallèle. Vous voyez? La région parallèle, c'est ça. Donc, nous, on l'a identifié. C'est la première chose à faire. OK? Alors, les index de débit, c'est ça. Il va varier de 1 à n. N étant égal à 1 milliard. D'accord? Ensuite, on fait pi égale pi plus, etc. Alors, ce qu'on va faire, on va exécuter pour vérifier. Oui, oui. Oui, il y a les méthodes récursives. Oui, c'est ça. Je pense que c'est les deux régions parallélisables. Quoi. Donc, soit vous avez beaucoup fort, soit vous avez des méthodes récursives. Par exemple, si vous avez le while, on ne peut pas le paralléliser. Si vous avez une boucle while, on ne peut pas paralyser une boucle while. Il faut juste une boucle for. De toute façon, on reviendra sur les cas des algorithmes récursifs, quoi, si on a le temps. Mais dans un premier temps, on va traiter les algorithmes avec voilà, les boucles for, quoi, dans un premier temps. D'accord? Après, on verra les algorithmes avec les méthodes récursives. OK? OK, donc ce qu'on va faire, nous, on va exécuter pour vérifier l'exactitude de ce code séquentiel-là. Après, on va noter le résultat quelque part. D'accord? Alors, donc on va exécuter. Donc, voir le résultat et mesurer aussi le temps. Donc, ces deux aspects-là, c'est bien à prendre en compte. Le résultat et le temps d'exécution. D'accord? Parce que c'est ces deux aspects-là qu'on va évaluer au niveau de l'exécution séquentielle. Je peux me permettre, si je veux, de voir l'activité des processeurs. Alors, donc si vous voyez ici, on va trier. Alors, vous voyez Java, on a 19-20%. Donc Java, là c'est le programme qui s'exécute. Hein. Java que vous voyez là, c'est le programme de calcul de pi. D'accord? Bon. Java parce que c'est la runtime qui exécute. N'oubliez pas que Java, c'est, comme on dit, hein, s'exécute au niveau d'une JVM. D'accord? Donc, une fois qu'on a compilé le bitcode, plutôt le code source, on a un bitcode. Bitcode est interprété par le programme Java. Vous voyez le programme java.exe. D'accord? Donc, c'est le programme Java, voyez, qui va exécuter. Vous voyez, moins classe path, le programme est là. Donc, c'est un langage interprété. Voilà. Donc, là, on a fini. On a comme temps d'exécution. Attends, je vais augmenter comme ça aussi, si vous voyez. Où est-ce que je pense que je l'ai vu. J'espère que vous lisez bien. C'est la valeur. Est-ce que vous lisez? Vous parvenez à lire. Ok, alors, on a notre fameux pi. Pi égale 3.14, ouais, 14, 15, 9. Ouais, donc ça veut dire que vous. C'est bien. Celui qui a dit 14, 15, c'est bien, sauf qu'il n'a pas arrondi. Celui qui a dit 14, 16, c'est mieux parce qu'il a arrondi. D'accord? Donc, c'est 3.14, 15, 92, 65, 45, 88, 05, 06. Donc, ce résultat est obtenu avec n égale 1 milliard. Le temps d'exécution, c'est 87 secondes. 87 secondes, c'est 1 minute 27 secondes. 87 secondes, c'est 1 minute 27 secondes. D'accord? Maintenant, moi, plus j'augmente la valeur de n, plus j'aurai une précision de la valeur de pi. Donc, ce que je vais faire, comment on appelle, je vais ouvrir un bloc-notes.
Alors, je prends ça, pi égale ça. Voilà. Donc, je vais enregistrer les résultats ici. Pi égale 3, 14, 15, etc. Pour n égale à 1 milliard. Maintenant, moi, ce que je vais faire varier la valeur de n. Au lieu d'avoir n égale 1 milliard, je vais dire n égale 2 milliards. D'accord? Je passe du simple au double. Je vais observer le résultat et le temps d'exécution. Donc, j'exécute. Donc, je peux me permettre de vérifier. Donc, vous voyez ici au niveau du processeur, je trie Java. Donc, j'ai 19%, 20%. Donc, vous voyez, j'ai pas 100%. Bon, ça veut dire qu'ici, il n'y a qu'un seul processeur qui est utilisé. D'accord? Vous voyez, Java, processeur, utilisation 19, 20%. Donc, si je vérifie ici, donc, je vais voir l'activité des processeurs. Vous voyez les processeurs Java, vous voyez ici Java en cours, nombre de threads 24, processeur 12% plutôt. Ici c'est plus précis. Ici on a 12%. D'accord? Pourquoi on a 12%? Selon vous, pourquoi on a 12% en termes d'occupation du processeur? Étant donné que moi, ici j'ai 8 cœurs, j'ai 8 processeurs. Donc on me dit que quand j'exécute Java, j'utilise 12% du potentiel de calcul de ma machine. J'utilise que 12%. Et pourtant, j'aurais voulu utiliser les 100%. Mais je n'utilise que 12%, 12,5%. Donc ça veut dire que 12%, c'est un huitième. Quand je fais 1 sur 8, 1 divisé par 8, multiplié par 100, je vais calculer. 1 divisé par 8, multiplié par 100. Vous voyez, j'ai 12,5. Il ne met pas les virgules, donc c'est ça, c'est dans cet ordre. Donc c'est parce que moi, j'utilise un processeur sur 8 disponibles. J'utilise un cœur plutôt, un cœur processeur sur les 8 qui sont disponibles. C'est la raison pour laquelle vous voyez 12%. Ouais. Donc ça veut dire qu'en utilisant le code séquentiel, je ne parviens pas à exploiter tout le potentiel de mon architecture parallèle. J'utilise que 1 sur le nombre de cœurs disponibles. Ici, le nombre de cœurs disponibles, c'est 8. Donc j'utilise que 12,5%. OK? Oui. Donc ça veut dire qu'il est tout le temps, toujours en train de s'exécuter. OK? Donc, on patiente un peu. Donc, voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pi égale 3.1415926540, etc. Bon, ce que je vais faire en 181 secondes, c'est-à-dire 3 minutes, 1 seconde. J'ai copié ça. Je vais copier ça. Je mets ici. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux valeurs de pi? Vous voyez bien qu'il y a une différence à partir de cette position. Vous voyez? Jusqu'ici, ils se ressemblent. Jusqu'ici, ils se ressemblent. Mais à partir d'ici, à partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à partir de la 8e position après la virgule, ou bien 9e position après la virgule, vous voyez bien qu'il y a une différence. D'accord? Maintenant, si moi, en termes de précision, si j'aurais à choisir, je vais choisir celui-là. C'est plus précis.
D'accord? Parce que je l'ai fait avec n égale 2 milliards. D'accord? Ici, plus j'augmente la charge, plus j'ai une précision. Mais plus j'ai un temps d'exécution qui est élevé. Parce que là, on passe de 87 secondes à 181 secondes. Donc, c'est à peu près 2 fois, quoi. Quand je divise 181 par 87, c'est à peu près 2 fois. Donc, c'est linéaire, quoi. 181 divisé par 87. Ouais, ça me donne l'ordre de 2 fois. Parce que moi, j'ai multiplié n par 2. Donc, j'ai plus de précision, mais j'ai un programme qui s'exécute. D'accord? Plus rapidement. Alors, si moi, je m'aventurais à mettre, bon, au lieu de mettre, bon, je mets une faible valeur, par exemple. Bon, ici, on avait 1 milliard. Moi, je mets 1 million pour voir. Donc, je mets 1 million au lieu de 1 milliard. Donc, je passe de 1 milliard à 1 million. J'exécute pour voir la précision. OK? Vous voyez avec... attends, je vais faire ça. Vous voyez, avec 1 million, j'ai 3,1415. 9. Vous voyez? Ici, pour les deux, on avait la précision jusqu'au niveau de la 8e position. Ça se ressemblait. Mais ici, vous voyez qu'il perd la précision juste à partir de la 5e position. Il perd la précision. Donc, ces valeurs sont plus précises que celles-là. Parce que j'ai utilisé une valeur de n qui est très petite. Mais en même temps, le temps d'exécution, c'est 0 secondes. Ça va beaucoup plus vite, mais je n'ai pas de précision. Alors que moi, il y a des contextes où j'ai besoin de plus de précision. Si je peux avoir 4 milliards ou 10 milliards, c'est mieux. Si je peux avoir 100 milliards, mais la conséquence est que si j'ai 100 milliards, bon, c'est sûr que ça va traîner, ça va prendre beaucoup de minutes, beaucoup d'heures. Maintenant, c'est un choix à faire. D'accord? Ok, nous, ce qu'on va faire, donc ici, juste que vous compreniez que le choix de n impacte et sur la précision et sur la durée d'exécution. Donc ça, je tenais à vous faire comprendre cela. D'accord, maintenant revenons. Donc, je remets 1 milliard. Alors, ce qu'on va faire, on va aller directement au slide. Alors, la première chose, c'est d'identifier la boucle fort à paralyser ainsi que les index de début et de fin. D'accord? Donc, la boucle est là. L'index de début, c'est quoi? 1. I égale 1. L'index de fin, c'est n. Donc, on les a identifiés. OK? Alors, la deuxième chose, il faut déclarer une classe dénommée task qui implémente une interface renable. D'accord? Et après, copier la boucle for à paralyser et coller dans public void run. Donc, ça, c'est la deuxième chose à faire. Donc, on va copier ça, déclarer. Donc, nous, on va déclarer une nouvelle classe. Bon. On va mettre ici. Je mets le commentaire. Bon, ce que je vais faire, je vais créer un package que j'appelle parallèle pour différencier. Alors, il est déjà créé. Donc, je vais copier le code. Je vais refactorer en mettant calcul pi. Bon, je mets parallèle calcul pi pour différencier de calcul pi parallèle. Donc, c'est la version parallèle. OK? Je l'appelle parallèle calcul pi. Je le mets dans le package parallèle. On est d'accord? Maintenant, la première chose, c'est que ici, il me faut le programme séquentiel. Donc, en copiant, j'ai en même temps le programme séquentiel. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que je transforme ce code séquentiel-là en code parallèle. D'accord? Donc, la première chose à faire, comme j'avais dit tantôt, donc moi, je vais créer, déclarer, je mets un commentaire, hein, déclarer une classe dénommée task qui implémente une interface renable et copier la boucle for à paralyser et coller dans public void run. On va suivre ces instructions-là. Donc, déclarer, donc je mets classe, je l'appelle task, implémente
runnable. Donc ça, vous l'avez fait. J'ai fait. OK. Quand une classe implémente runnable, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il m'indique une erreur. Hein? Voilà, très bien. Donc, les méthodes de interface, c'est public void, les méthodes abstraites, quoi. Donc, c'est ça. OK? Donc, il faut réimplémenter ou bien overrider la méthode public void run. D'accord? Donc, la méthode de l'interface. Okay, bon, ça, j'en ai pas besoin. C'est bien jusqu'ici, hein? Ça, tout le monde le comprend. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit déclarer une classe dénommée task. Je l'ai fait. Qui implémente une interface. Je l'ai fait. Implémente runnable. Et copier la boucle for à paralyser et coller dans public void run. Je suis l'instruction. La boucle for, c'est ça. Je vais copier comme on m'a dit. Je copie la boucle for. OK? Et je colle ici. De toute façon, cette valeur-là, on va agir dessus, quoi. Donc ce que j'ai fait. Mais en faisant cela, il m'indique des erreurs. Donc, il m'indique une erreur sur la variable n, parce que la variable n, moi, je l'ai déclarée. C'est au niveau de la classe parallèle calcul pi. On est d'accord? OK? Donc, pi, c'est une variable ici. Donc, pi, c'est le résultat qui est obtenu à l'issue du calcul. OK? Donc, ce qu'il me faut, il me faut déclarer, je suis les instructions. Hein. Donc, il me dit coller dans, créer des tâches qui sont des instances qui auront pour m'apprendre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais déclarer des index de début et de fin. Int index début, int index fin. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais créer aussi un constructeur. Donc, je vais task. Donc, je prends ça, hein, int index. Constructeur. Donc, constructeur, int index fin. Parce que je vais faire this.index début. Égal index début. OK, bon. C'est juste un constructeur, hein, this.index fin égal index fin. Bon, on est bon jusqu'ici, rien de compliqué. D'accord? Ce que je vais faire, je vais prendre ici, parce que dans le code séquentiel, nous avons, ça c'est la boucle, c'est le problème global. Le problème global, c'est qu'on itère de 1 à grand N. Donc, d'accord, dans le code séquentiel. Maintenant, l'idée dans le code parallèle, au lieu d'avoir un problème global, on a ou bien au lieu d'avoir une grosse tâche, on a des sous-tâches. D'accord? Au lieu d'avoir un intervalle ou bien une partition, on a des sous-partitions. Maintenant, chaque partition est identifiée par un index de début et un index de fin. Donc, nous, au lieu de mettre 1 à n, qui constitue la partition principale, on va mettre index début, index fin. D'accord? Parce que index début, index fin vont délimiter les différentes partitions.
Donc, je mets index début ici, je mets index fin. Donc, ce qui me règle mon problème de déclaration de M et autres. OK? Parce que n'oubliez pas que je suis en train de créer une tâche. Par exemple, si moi je voulais compter de 1 à 1 milliard, moi seul, par exemple, 1 à 1 milliard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par 1. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, si chaque décompte me prend une seconde, donc je vais le faire en 1 milliard de secondes. 1 milliard de secondes, si vous faites le calcul, c'est des heures et des heures, ou bien des jours. Okay? Maintenant, je dis que je décide de choisir 2 étudiants parmi vous. Donc, je dis qu'au lieu que moi, au lieu de faire le décompte de 1 à 1 milliard, je vous choisis pour que vous fassiez le boulot à ma place. Donc, ça veut dire que je divise la charge en 2. Donc, l'un va compter de 1 à 500 millions, l'autre de 500 millions 1 à 1 milliard. Ça veut dire que je réduis le temps d'exécution par 2. Je divise le temps d'exécution par 2. C'est ça l'idée du traitement parallèle. Parce que vous, en le faisant, vous le faites parallèlement. Donc, on gagne en temps. Si je choisis 8 étudiants, on divise par 8. Donc, mais il faut qu'on délimite les portions, les intervalles de chacun. Si c'est 2, on doit savoir que l'un va commencer de 1 à 500 millions. Il ne sert à rien que vous deux, que chacun fasse 1 à 1 milliard. Si vous le faites, le problème reste entier. Ça veut dire que vous n'avez pas divisé la charge de travail. D'accord? Donc, l'un prend de 1 à 500 millions, l'autre de 500 millions, 1 à 1 milliard. Donc, voyez, là, j'interviens sur les partitions. D'accord? On a une grande partition qui est de 1 à 1 milliard. Je découpe en 2 partitions. Je peux découper en 8 partitions si je veux diviser la tâche par 8 pour aller beaucoup plus vite. C'est ça l'idée. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai mis index début, index fin. D'accord? Maintenant, pi aussi, je vais déclarer, parce qu'on avait pi ici, double pi. Donc, je copie ça. OK? Mais ici, pi va prendre la valeur de 0. Bon, vous me direz pourquoi on a mis 0.0. Parce que ça, c'est une variable de réduction. Bon, peut-être qu'après, on y reviendra. Une variable de réduction, quoi. Donc, quand on aime que pi égale pi plus 1, c'est une variable de réduction. OK? Donc, puisque moi, je calcule, ce qui m'importe, c'est qu'ici, dans cette tâche-là, pour chaque tâche donnée, que j'obtienne la valeur correspondant de pi correspondant à la partition qu'on me donne. Donc, après, à la fin, je réunis tous les résultats des différentes partitions. À partir de ce moment, je pourrais utiliser pi égale à 1, que je somme avec les différentes pi des différentes partitions. Mais ici, je vais utiliser pi égale 0.0. Donc, cela veut dire que moi, mes différents paramètres, c'est les index de début et de fin. Si vous voyez les paramètres ici, c'est ça. Index de début et de fin, c'est ce qui varie. D'accord? Et le résultat. Donc, parce que vous voyez tout à l'heure dans l'exemple que j'ai donné, quand je change les paramètres, le résultat va changer. D'accord? Donc, attention. Donc, ici, ça veut dire que pour cet index de début et index de fin, on a une valeur de pi qui est donnée. À la fin, on va sommer les différentes valeurs de pi pour obtenir le résultat global. Donc, ce qu'on appelle une variable de réduction qu'on verra après. D'accord? Donc, c'est les notions qu'on va utiliser, quoi. Mais ici, on ne va pas trop rentrer dans toutes les notions. C'est pour avoir une idée de ce qu'est un code parallèle. Après, au fil des chapitres, on va décortiquer, quoi. D'accord? Mais au moins, ça va nous permettre de voir en pratique comment ça marche, quoi. OK? Alors, ça, c'est la première instruction qu'on m'a demandé de faire. Donc, ça, je l'ai fait. J'ai déclaré une classe dénommée task. Bon, on pouvait l'appeler tâche ou autre. Hein. C'est juste un nom que j'ai donné. Hein, qui détermine une interface enable, implémente et copier la boucle for à paralyser et coller dans public void. On l'a fait. D'accord. Après, derrière, il y a les index de début et de fin à créer. Quoi. Ça, c'est ce qu'il faut faire systématiquement. Quand on fait du traitement parallèle avec une boucle for, surtout les index de début et de fin, systématiquement, il faut les insérer dans la tâche. Les index de début et de fin. Alors, ça nous permet de partitionner nos itérations, notre boucle. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? La première étape.
apparemment, c'est bon, si j'ai pas de questions. Donc, alors, ensuite, on me dit créer deux tâches. Créer deux tâches, task 1 et task 2, qui sont des instances de la classe task et qui, au moment de l'instanciation, prennent en paramètre les index de début et de fin issus de la partition des itérations de la boucle for. C'est ce que j'ai expliqué, quoi. Bon, je vais copier ça, ce commentaire. Donc, tout à l'heure, j'étais sorti de la classe pour créer, parce que j'ai créé une autre classe. D'accord? Maintenant, je reviens au niveau de du public static void main. OK? Donc, ce qu'on va faire, ça, à terme, ça, on a besoin de... Parce que ça, c'était le code source. Mais nous, on a besoin... C'était le code séquentiel. On a besoin de transformer ce code séquentiel-là. Vous voyez. D'accord? Voilà. Ça ne change pas. Ça... Donc, je vais commenter. Créer je numérote, je mets I. Donc, deuxième étape. Créer deux tâches, task 1 et task 2. Voilà. Pour créer task 1, qu'est-ce que je fais? Je fais task, parce que j'ai créé mon type task. C'est une classe de type task. Je mets task, task 1, bon, je vais faire en minuscule, task 1 égale new task. Bon. New task, pourquoi task il signale erreur? Parce que moi j'avais créé un constructeur qui doit prendre en paramètre index de début, index de fin. Maintenant, après, je vais vous laisser le soin de me dire qu'est-ce qui sera dans index de début, dans index de fin. Je crée deuxième tâche, task 2 égale new task. Voilà, donc c'est ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit de créer deux tasks, task 1 et task 2. OK? Qui sont des instances de la classe task. Donc, instance, je mets task new task. D'accord? Pour dire que c'est une instance. Qui, au moment de l'instanciation, prennent en paramètre les index de début et de fin de la partition des itérations de la boucle for à paralyser. Alors, la boucle for à paralyser, c'est ça. Ça varie de i égale à 1 à i égale à n. Maintenant, moi, il me faut découper cette partition-là qui varie de 1 à n. Il me faut découper en deux partitions. Maintenant, je vais vous demander s'il y a un volontaire. Quelqu'un qui puisse me dire, pour la tâche 1, c'est quoi l'index de début? Et pour la tâche 2, c'est quoi l'index de début et de fin? Si vous comprenez le principe. Donc, donnez-moi les index de début pour task 1, index de fin pour task 1, index de début pour task 2, index de début pour task de fin plutôt pour task 2. Un volontaire. Donc, n'oubliez pas que c'est entre 1 et 1 milliard. N ici, c'est 1 milliard. Donc, je subdivise la partition, l'intervalle 1 à 1 milliard, ou bien la partition 1 milliard en deux partitions. Donc, chaque partition, c'est quoi l'index de début et de fin? Un volontaire? Un volontaire. Alors oui? Ok, je mets 1, 500 millions. Ok, d'accord. Pour task 2, je mets. Ok, 500 millions
À 1 milliard. Ok, excellent. 1 milliard. Ok, donc les autres, vous suivez. Ok, donc lui, ce qu'il a fait, la partition 1, le task, plutôt, task 1 va prendre la partition qui est délimitée par l'index 1 de début et l'index fin qui est égal à 500 millions. Maintenant, la task 2 va démarrer à partir de 500 millions 1 et non 500 millions jusqu'à 1 milliard. Donc c'est aussi simple que ça. Parce que je répartis entre deux. D'accord, entre deux tâches. Donc, voilà. Donc rien de compliqué jusqu'ici. OK? C'est bien. Alors, on me dit créer deux threads, TH1 et TH2, qui sont des instances de la classe thread et qui, au moment de l'instanciation, prennent en paramètre task 1 et task 2. Je vais copier ça. Troisièmement, d'accord, créer deux threads, TH1 et TH2. Donc je mets thread comme task 1, TH1 égale new. Vous avez fait les threads. Hein? Quand je déclare un thread, j'ai plusieurs manières de déclarer. Hein? Syntaxiquement, je peux faire ça. Donc je peux déclarer un thread. Ou bien je déclare un thread en lui affectant un renable ou bien une renable. OK? Donc je peux mettre quoi? Task 1. D'accord? Il y a plusieurs manières de déclarer un thread. Hein? Comme, puisque vous avez fait le multithreading. Donc ici, quand je déclare TH1, donc au moment de l'instanciation, on me dit prend en paramètre task 1 et task 2. OK? Donc je dis que le thread TH1 va s'occuper de l'exécution de la tâche TH1. Souvenez-vous, au niveau de la banque, il y a un guichetier. Donc le guichetier, c'est comme le thread. Donc, il va s'exécuter, il va faire quelle tâche? Donc c'est le thread qui va exécuter. Mais il faut lui donner la tâche. Par exemple, vous, je vous demande de faire quelque chose. Mais il faut que je vous donne la tâche. D'accord? Sans la tâche, vous ne pouvez rien faire. Ici, c'est pareil. Donc, à ce thread-là, on donne la tâche task 1. On est d'accord? Excusez-moi, je prends cet appel. 2 secondes. Allô? Oui. D'accord? Ça va? Non, non, pas de quoi, man, du coup. Il faut en écrire. Non, mais on fait 30 minutes, Inch'Allah. Ah, tout à l'heure. D'accord? Donc, on fait pareil pour TH. Donc, je prends TH2. Je mets task. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, je crée le thread 1 en lui affectant la tâche task 1. Je crée le thread 2 en lui affectant la tâche task 2. Aussi simple que ça. C'est bon? C'est bon jusqu'ici. Tout le monde suit? Très bien. Étape suivante. On me dit lancer les threads TH1 et TH2, fork, puis bloquer join, le thread main, le temps que TH1 et TH2 terminent leur exécution. Là, on est au niveau de la synchronisation fork join. Alors, je ne sais pas si on vous a expliqué c'est quoi la synchronisation fork join. Alors, l'étape suivante,
L'étape suivante, quatrième étape. D'accord. Donc, on me dit, lancer les threads TH1 et TH2. Je vais lancer. Donc, je mets TH1, point, start. C'est comme ça qu'on lance un thread. TH2, point, start. OK? Alors, il ne suffit pas simplement de lancer les threads, mais il faut aussi la synchronisation join. Le principe, je vous l'expliquerai quand on aborde la synchronisation au niveau des threads. Je vous expliquerai en détail le principe de la synchronisation. D'accord? Donc, pour lancer join, on met TH1. Si vous l'avez fait, c'est mieux. Sinon, après, je vous l'expliquerai. Je mets TH2. Point join. Voilà. Maintenant, il faut mettre les exceptions. L'exception, c'est try catch sur noun. Catch. Donc, ici, pareil. Donc, exception. Voilà. Lorsqu'il y a une interruption. Parce que c'est une... En fait, c'est quoi bon, je vais vous l'expliquer de manière avancée. Tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, moi, j'ai envie de... Par exemple, moi, je veux compter de 1 à 1 milliard. D'accord? Je dis que moi, je ne vais pas le faire. Parce que je suis le professeur. Ou bien je fais de la dictature. Hein. Je fais de la dictature. Donc, je vous impose de le faire. Donc, je choisis 2 étudiants. Donc, le premier va compter de 1 à 500 millions. Le deuxième va compter de 500 millions 1 à 1 milliard. Donc, ça veut dire que ce sont ces tâches-là que j'ai affectées aux 2 étudiants. Le fait de compter. Ça, la tâche. D'accord? Très bien. Mais, puisque je vous ai donné du travail, je vous dis, top, démarrer. Chacun de son côté va commencer à compter. Mais normalement, je dois vous laisser terminer votre décompte. Je ne dois pas vous interrompre. Donc, je dois vous laisser terminer votre décompte. Par exemple, le premier compte de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 500 millions. Maintenant, s'il termine, il m'envoie un signal pour me dire qu'il a terminé. Le second, s'il termine, il m'envoie un signal. Le second étudiant, s'il termine, il m'envoie un signal, à moi, le professeur, pour me dire qu'il a terminé. Lorsque je serai sûr que les 2 ont terminé, après moi, je peux continuer à faire d'autres tâches. Je peux continuer à soit, je dis que bravo, vous avez terminé, maintenant je fais un affichage, quoi. Ou bien j'ai d'autres tâches. Au lieu de compter, je vais faire calculer quelque chose comme ça, ou bien faire autre chose, en tout cas. D'accord? C'est exactement pareil. Ici, vous avez, on est dans la procédure main. Et vous savez, main, c'est principal. Main, c'est le thread principal. Main, c'est le thread principal, ou bien c'est le processus. Donc, vous voyez qu'ici, tout s'exécute. Tout ce qu'on fait là s'exécute dans ce bloc. Tout s'exécute dans la procédure main. Ça veut dire tout ce qu'on fait là, c'est le thread principal qui l'exécute. Tout ce qu'on fait ici. Long start time, c'est le thread principal. Double P, la boucle for là que vous voyez, de toute façon, on va commenter. La création des tâches, c'est le thread principal qui le fait. Le lancement l'instantiation ou la création des threads, c'est le thread principal qui le fait. Le lancement, c'est lui qui ordonne le lancement. Mais une fois qu'il a ordonné le lancement, automatiquement, on doit dire th1.join. Ça veut dire que th1.join, c'est une étiquette ou bien un pancart que th1 garde par devers lui. C'est un signal. Si bien que lorsque moi ou bien l'étudiant va garder un signal pour dire que
laissez-moi terminer, par exemple. Donc, si moi je veux intervenir, je vois que le signal, laissez-moi intervenir, ce signal est utilisé par l'étudiant, je sais qu'il est en train de travailler, je ne l'interromps pas, je le laisse terminer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Okay? Donc, quand on met th1.join, ça veut dire qu'il y a un signal, une étiquette qui est marquée, d'accord, par th1 pour dire à main de le laisser terminer. th2.join, il a une étiquette, bien un signal pour dire au threadman de le laisser terminer. Donc s'ils ont fini, après long stop time system, ça c'est exécuté par le threadman. Parce que les deux là, ils ont fini. Les deux là, leur exécution s'arrête ici. Mais à part d'ici, c'est le thread principal ou threadman. Ok, ça c'est un thread qui exécute ça, qui exécute ça, et qui exécute ça, qui est l'affichage de la valeur. D'accord? Là, on comprend aisément le rôle de chaque thread. Le thread principal, ce qu'il fait. Les threads qui sont lancés ici, dans cet exemple, les deux threads, ce qu'ils font. Ça, on comprend. D'accord? Donc, c'est l'explication de la synchronisation fork join, qui est fondamentale. D'accord? Sinon, si on ne le fait pas, on risque d'avoir des surprises. Très bien. Donc, ça, c'est cette étape. Alors, une fois que le threadman reprend la main, faire la somme du résultat d'exécution de TH1 et TH2. OK? Alors, donc je vais prendre ça. Une fois c'est je fais un commentaire. Donc c'est 5 ans. Cinquième étape. Donc on me dit, une fois que le threadman reprend, voyez ce que j'explique tout à l'heure. À partir d'ici, le threadman va reprendre la main. Parce que ici, c'est TH1 et TH2 qui s'exécutent. C'est les deux threads. Le threadman est bloqué. Il est bloqué. Parce qu'il y a la synchronisation join qui le bloque. Donc, il ne peut rien faire tant que ces deux n'ont pas terminé. Mais une fois que ces deux ont terminé, lui, il reprend la main à partir d'ici. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai mis, une fois que le threadman reprend la main, faire la somme, bien qu'on appelle réduction du résultat d'exécution des TH1 et TH2. Ici, c'est pi égale pi 1 plus pi 2. Alors, parce qu'ici, dans la boucle for, on avait pi égale pi plus quelque chose. D'accord? Par exemple, si je vous dis, faites-moi la somme. Moi, je vais faire la somme des n premiers entiers. Donc, je vais sommer 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 1 milliard. Je fais la somme. Bon, je dis que moi, je suis le professeur, hein, je suis un dictateur. Donc, je vous impose de le faire. OK? Donc, je choisis deux étudiants. D'accord? Je dis au premier étudiant, tu vas me faire la somme de 1 à 500 millions. Au second étudiant, je vais lui dire de me faire la somme de 500 millions 1 à 1 milliard. Donc, le premier va dire, bon, il prend 1 plus 2 égale 3. Ensuite, il prend 3 plus 3 égale 6. 3 plus, il rajoute 4, ça fait 7. Il rajoute, etc. En tout cas, il va calculer. Ensuite, le second aussi va calculer. Maintenant, s'ils ont fini, le premier, il va faire la somme de 1 à 500 millions. Il va retourner un résultat, parce qu'on a besoin de ce résultat. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je lui ai dit de calculer. Il me faut un résultat. Le second aussi, il va calculer 500 millions 1 à 1 milliard. Lorsqu'il a fini, il doit retourner un résultat. Maintenant, à la fin, moi, je vais prendre le résultat du premier que je vais additionner au résultat du second. Ce qu'on appelle une variable de réduction. OK? Après, le fait d'additionner les deux résultats va me donner le résultat final. Ici, c'est pareil. Ici, chaque thread va calculer la valeur de pi suivant l'intervalle qu'on lui a donné. Mais après, il va retourner une valeur de pi. Donc, à la fin, la somme des deux valeurs de pi va me donner la valeur
globale de pi, la valeur réelle de pi. OK? Alors, donc, c'est la raison pour laquelle ici, ce qu'on va mettre, on va sommer. Maintenant, pi, on sait qu'on l'avait déclaré ici dans task. Pour récupérer la valeur de chacun, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre pi. Vous voyez la valeur de pi là? La valeur principale de pi, qui se trouve dans public void main. D'accord? Par exemple, moi, professeur, qui vous dit de compter, le résultat final, c'est moi qui ai la variable qui doit contenir le résultat final. Vous avez des variables qui contiennent des résultats intermédiaires. Vous me renvoyez vos deux variables. L'un s'appelle res1, l'autre res2. Moi, j'ai la variable qui s'appelle res. Je vais mettre res égale res1 plus res2. Eh bien, c'est pareil. Ici, la variable, ici, globale est détenue. Le résultat est détenu par main. Ce que je vais faire, je vais mettre pi. Je vais mettre pi égale, qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais obtenir les résultats de task, plutôt de TH1 et de TH2? Comment je vais obtenir les... Quelqu'un peut me dire comment je vais récupérer les résultats de TH1 et de TH2 pour faire la somme en volontaire? Donc je mets pi égale en volontaire. Je vois que je n'ai pas de volontaire. Alors, ce qu'il faut faire, vous voyez ici que task. Vous voyez, les différentes valeurs de pi se trouvent dans les tâches. Donc, je vais faire task 1. Ouais. Alors, attention, je mets pi égale pi plus. Donc, pi égale pi plus. Donc, ce que je vais mettre. Pi égale pi plus. Pi égale pi plus. Plus task 1 point pi plus task 2 points. Voilà, c'est ça le résultat. Pi égale pi plus, puisque c'est une variable de réduction, donc pi, il faut tenir compte de la valeur initiale de pi, quoi. Donc pi égale pi plus task 1 point pi plus task 2 point pi. Après, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai le résultat pi, j'affiche la valeur de pi. C'est la dernière étape. Donc, ça, c'était le code séquentiel. Ça, il faut que je vais commenter. Parce que, ouais, ça, c'était le problème global, la tâche globale. C'était I qui variait de 1 à grand N. Maintenant, n'oubliez pas que ça, d'accord, le programme a exécuté là, la fonction a exécuté. N'oubliez pas que je l'ai mis dans le reneighbor. Donc, avant, puisque ça se trouvait dans main, c'est main qui exécutait. Main, supposons, c'est le professeur. Mais le professeur a délégué. Puisqu'il a délégué, il va transférer cette tâche aux différents threads. Les différents threads, c'est ici, les tâches. Je l'ai mis ici. Donc, du moment que j'ai transféré la charge de travail, j'en ai plus besoin ici. Donc, je commente. OK? Je vais commenter. OK? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi, au départ, le code séquentiel que j'avais, qui est là, ici, je l'ai transformé en code parallèle. Oui, il y a une différence. Donc, en termes de ligne de code, il y a beaucoup plus de code au niveau du code parallèle. D'accord? Donc là, j'ai transformé mon code séquentiel en code parallèle en suivant une certaine procédure. Maintenant, on l'a implémenté. On va exécuter pour voir. Parce que tant qu'on n'a pas exécuté, on ne peut pas savoir est-ce que le code qu'on a rédigé est bon ou pas. Donc, il faut exécuter pour voir est-ce que le résultat obtenu
correspond au résultat du code séquentiel. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce que vous comprenez bien? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour répondre à vos questions. S'il y a quelque chose qui vous échappe, n'hésitez pas. Est-ce que c'est bon, Khadi et Ramatoulaye, comme vous êtes les ambassadeurs, quoi, les deux ambassadrices? C'est bon? C'est bon, très bien. Alors, donc, on va procéder à l'exécution. On va procéder à l'exécution. Bon, moi, je ne vous garantis pas un bon résultat. Donc, on l'a fait ensemble. S'il y a une erreur, on partage nous tous la responsabilité. Hein. S'il y a une erreur et vous me laissez faire l'erreur, donc on partage la responsabilité. Si c'est bon aussi, on partage la responsabilité. Bon, néanmoins, on va exécuter pour voir. S'il y a une erreur, voilà, on va essayer de déboguer. Donc, ça aussi, c'est une tâche à faire dans la programmation, le débogage. Bon, qui est un peu différent du débogage lorsqu'on fait l'exécution ou bien la programmation séquentielle. Alors, on va exécuter pour voir est-ce que c'est bon ou pas, est-ce qu'on a bien travaillé ou pas. Bon, on peut observer aussi, on peut observer quoi. Vous voyez ici, tout à l'heure on avait 12. Vous voyez qu'on a 24% en termes d'occupation du processeur. 24%. Alors tout à l'heure on avait 12%. Ça veut dire que 24 ou 25%, on utilise 2 processeurs sur les 8 disponibles. C'est déjà pas mal. D'accord? Avant, on utilisait 1 sur 8 disponibles. Ici, on utilise 2 sur 8 disponibles. Bon, après, on va attendre de voir le résultat final. Est-ce que le temps parallèle sera plus réduit que le temps séquentiel? Le résultat nous le dira. Voilà. Vous voyez? On a 3,14, 15, 9, 2, etc. En combien de secondes? En 48 secondes. OK? Alors, ici, n'oubliez pas que... Attends, je vais reporter ça. Ici, dans l'exécution séquentielle, pour une même valeur de... Bon, j'enlève ça, hein, parce que je compare. Parce que là, je vais comparer les codes séquentiels. Donc, je mets exécution séquentielle. OK? Ça, exécution parallèle. Exécution parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on a? En termes de temps d'exécution, on a, ici on avait 87 secondes. Ici on a combien? 48. Donc ça veut dire que 48 à 87, c'est à peu près du simple au double. D'accord? Parce que si on divise 87, c'est 40, 43,5. Donc à peu près. Donc on est passé de 87 secondes à 48 secondes. On a divisé le temps par 2. Pourquoi? Parce que j'ai confié le travail à 2 threads. Et pour le résultat, j'ai à peu près la même valeur. Voilà. La question qui s'impose, c'est pourquoi il y a une différence. Parce qu'à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À partir de la 11e valeur, d'accord, on a une différence de précision. D'accord? Pourquoi cette différence? La différence s'explique par le fait que, par exemple, quand moi, parce que moi je manipule des doubles. Doubles, c'est des
virgule à double précision, flottante à double précision, double. Maintenant, quand je confie à chaque thread, je dis à chaque thread de me faire le calcul. Maintenant, chaque thread, en faisant le calcul, va faire un arrondi. Maintenant, quand je fais la somme de deux arrondis, je perds en précision. C'est un des inconvénients qu'on a ici. Donc, je perds un tout petit peu en précision. Parce que chacun va faire un arrondi. On fait le résultat de deux arrondis. Alors que si c'est un seul thread, c'est à la fin qu'il fait l'arrondi. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on perd un tout petit peu en termes de précision. Mais néanmoins, il faut comprendre que jusqu'au 11e chiffre après la virgule, on a la même précision. Donc, pour dire qu'à peu près, on a le même résultat. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, quoi. Donc, c'est un peu... Parce qu'on manipule des virgules. Donc, ça, c'est une des problématiques un peu de la programmation parallèle. Mais bon, ce n'est pas forcément le sujet de cet exercice. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu la différence, quoi. D'accord? Mais au moins, on se rend compte pour le plus grand nombre, le plus grand chiffre après la virgule. Donc, on a la même précision. D'accord? Il n'y a que la différence qui est à ce niveau, quoi. D'accord? Mais comprendre que le temps d'exécution passe de 87 à 48 secondes. On a divisé par 2. Et là, ça devient intéressant. On se dit, pourquoi pas, puisque moi j'ai 8 cœurs processeurs, pourquoi pas confier la tâche à 4 threads. Naturellement, si je confie à 4 threads, normalement, logique pour logique, je devrais diviser mon temps d'exécution par 4. OK? Alors, on serait tenté d'utiliser 4 threads. Par exemple, oui. Moi, j'ai 8 cœurs processeurs. Hein? Avec 9 threads. Oui. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser plus de threads que de cœurs? Oui. On peut le faire. Mais si on le fait, on ne gagne pas en performance, quoi. Parce que l'idée, c'est d'avoir autant le maximum. Le nombre de threads, le maximum de threads soit égal au nombre maximal de processeurs. Non, du tout. Si tu veux, tu peux utiliser 100 cœurs même. Si tu, ouais, ça arrive, même si tu as, 8 cœurs, tu peux choisir 100 threads ou 200 threads. Mais, voilà. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, je vais compter je prends l'exemple de décompte, je compte de 1 à 1 milliard. Ou bien je fais la somme de 1 à 1 milliard. Je fais la somme des valeurs. Je confie ça à 2 étudiants. Donc, je donne ça à Khadi et à Ramatoulaye. Je leur dis que Khadi, tu vas faire de 1 à 500 millions, la somme. Ramatoulaye, tu vas faire de 500 millions 1 à 1 milliard. Et je dis, la condition, c'est que si je vous donne les tâches, avant de compter, chacun rentre dans sa chambre. D'accord? Chacun rentre dans sa chambre, fait le décompte et me revient avec un résultat. Donc, je donne l'ordre de départ, chacun va rentrer dans sa chambre, on va faire le calcul et me revenir avec le résultat. Je dis très bien. J'ai 2 chambres, j'ai toujours 2 chambres, mais je vais utiliser 4 étudiants. D'accord, je choisis 2 autres étudiants. Quand je choisis 2 autres étudiants, au lieu que Khadi ait 1 à 500 millions, Khadi va avoir 1 à 250 millions. Parce que je réduis la tâche, parce qu'ils sont 4. D'accord? L'étudiant qui suit, Ramatoulaye, va avoir 250 millions à 500 millions. Le troisième étudiant, 500 millions à 750 millions. Le quatrième, 750 millions à 1 milliard. Mais il n'y a que, pour qu'il fasse le calcul, il faut qu'il rentre dans la chambre. Mais qu'il n'y a que 2 chambres. Et que la chambre, à un instant donné, ne peut pas contredire 2 étudiants en même temps. La chambre ne peut contenir exclusivement qu'un seul étudiant. Qu'est-ce qui va se passer? Khadi va rentrer dans une chambre, va faire le calcul. Mais n'oubliez pas que Khadi, sa tâche, c'est de 1 à 250 millions. Et
Ramatoulaye va rentrer dans l'autre chambre, dans la deuxième chambre, va faire le calcul. 250 millions à 500 millions. Pendant ce temps, les deux autres étudiants, ils ne peuvent pas rentrer dans les chambres. Ils vont attendre au dehors. Lorsque Khadi aura fini, ou bien Ramatoulaye aura fini, lorsque l'une des deux finit, un autre étudiant est élu. Un autre étudiant va automatiquement rentrer dans la chambre et faire le calcul. Lorsque l'autre sort, l'autre étudiant restant va rentrer et faire le calcul. Mais à la fin, ces 4 étudiants vont me ramener le résultat final. D'accord? Ils vont me ramener le résultat. Chacun va ramener son résultat. Maintenant, j'ai fait la somme de ces 4 résultats. D'accord? Cette technique, je peux utiliser, même si j'ai 8 étudiants avec 2 chambres. Juste considérer que les 2 chambres, c'est les processeurs, quoi. Donc, c'est un peu pour répondre à votre question. Donc, si on a 8 threads et qu'on utilise 8 processeurs et qu'on utilise 16 threads, c'est le même principe. À un moment donné, il n'y a que les 8 threads qui utilisent le processeur. Les autres 8 threads vont attendre. Mais n'oubliez pas que les tâches, pour chacun des threads, les tâches vont diminuer. Plus je crée des threads, plus la tâche va diminuer. D'accord? Mais lorsque l'un a fini, l'autre qui était en file d'attente, va rentrer dans le processeur pour faire le calcul. Et à la fin, lorsque tous les threads auront terminé, c'est à ce moment que je vais déterminer le temps d'exécution finale. Il faut que j'attende que tous les threads terminent. Parce que je ne peux pas juste dire que Khadi et Ramatoulaye ont terminé, que j'ai le résultat final. Non, ce sera faux parce que les autres aussi n'ont pas encore terminé. Il faut que les autres terminent, après je fais la somme pour avoir le bon résultat. C'est le même principe. Quoi. Maintenant après, quand j'augmente le nombre de threads, il faut que je voie au niveau de la répartition. D'accord? Il faut que je voie au niveau de par exemple, de la répartition. Ici, si je décide, je dis que au lieu de 2, c'est 4. Donc, au lieu de 2, c'est 4. Qu'est-ce qu'on va faire? J'utilise 4 threads, je fais ça. Donc, je vais copier comme ça. Ça permet de calculer Pi1. Je l'appelle Pi1. Voilà, donc, j'ai copié le même code, hein, juste parce qu'on va changer le code. Donc ici, on utilisait 2 threads. Ici, on utilise 4 threads. Qu'est-ce qu'il va faire là? Non, c'est pas grave. De toute façon, je vais utiliser 4 threads. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça pour aller plus vite. Donc, on est presque arrivé à l'heure, mais en 5 minutes, on va passer de 2 threads à 4 threads. Après, de toute façon, vous pourrez deviner si on va avoir 8. Donc, je vais vous laisser l'exercice. Mais ici, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'on va essayer de maintenir? Parce qu'avant, on avait 2 tâches. Donc, on avait divisé 1 milliard par 2. Ici, on va diviser 1 milliard par 4. Donc, ce sera quoi? Quelqu'un peut me donner les annexes de début et de fin? Pour task 1, oui? Oui? Bah, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Donc, elle propose... Ah ben ça, je voulais le mettre dans la généralisation de l'algorithme, quoi. Ici, on va le faire de manière, comment on appelle, de manière empirique. Après, l'idée c'est ça, hein, c'est divisé par 4. Tu as compris? Non, c'est bien, l'idée c'est ça. Mais pour un début, je le fais de façon rudimentaire. Après, dans la généralisation, on fera ressortir ça. C'est bien. Donc, n divisé par 4, on aura 250 millions. On est d'accord? Hein? Donc, pour task 2, on a 250 millions 1 à combien? À 500 millions. Donc, ici, on a la task 3. Task 4. OK? Donc, pour task 3, on aura de combien? 500 millions 1
Donc, vous voyez, comme tu as dit, hein, divisé par 4, la différence, tu vois, c'est 250 millions. La différence entre celui-là et celui-là, c'est 250 millions. Donc, on a tout le temps un écart de 250 millions entre le début et la fin. Donc, on a 500 millions 1A. On va ajouter 250 millions. Ça va nous faire 750 millions. D'accord? Donc, 750 millions 1, on rajoute 250 millions. Donc, ça nous fait 1 milliard. Ouais, donc là, on passe aisément de 2 à 4, juste en faisant quelques gymnastiques. Ici, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, au lieu de créer 2 threads, on va créer 4 threads. On est d'accord? On va créer 4 threads, on va mettre TH3, TH4. Mais TH3, on lui affecte la tâche 3. TH4, on lui affecte la tâche 4. On est d'accord? Alors ici, on ne va pas démarrer que 2, on va démarrer les 4. Sinon, si on démarre que 2, il n'y a que les 2 qui vont travailler. Donc, on démarre les 4. Donc, on va mettre TH2, TH3.stat. OK. On va mettre TH4.stat. D'accord. Donc, pour les join aussi, pareil. Hein? Donc, on fait fork join. Quand on fait stat, il faut mettre join. Sinon, il peut être interrompu par le thread principal. D'accord. Donc, ici, TH1, on va mettre TH3. On va mettre TH4.join. Alors, pour le ici final, on va rajouter task 3 et les résultats de renvoyés par les threads 3 et thread 4. D'accord? Donc ici, on va mettre task 4. Voilà, et le tour est joué. Ouais, c'est assez simple, hein, passer de 2 à 4. Après, comme ça, on peut passer de 4 à 8 threads, etc. D'accord? Après, je vous laisserai faire l'exercice pour passer à 8. Après, je vous enverrai le programme. C'est pas compliqué. Alors, ça, on n'y touche pas parce que ça ne change pas. Ça, c'est un programme. Ça ne change pas. D'accord? Ce qui change, c'est à ce niveau. Alors, si on exécute pour voir avec 4 threads. Alors, je reviens ici pour voir. Ah, voilà, parce qu'ici, on a 48, presque 50%. Presque 50%, quoi. Alors que pour 2 threads, on avait 12%. On avait 25%. Maintenant, ici, on a presque 50%. Donc, bon, ça varie. Hein. Maintenant, ça peut descendre jusqu'à 28, etc. 36. On va voir, il a terminé. Voilà, il a terminé l'exécution en 32 secondes. C'est ça. Donc, exécution parallèle ici. On a deux threads. C'est bien de le préciser. Deux threads de cœur, quoi. Alors, exécution parallèle, ici on a 4 threads, 4 cœurs. Bon, on va mettre 2 cœurs parce qu'il s'exécute sur 2 cœurs. Ici on a 4 cœurs. 4 cœurs. Donc 4 cœurs, on a comme résultat pi. Alors vous voyez que le temps diminue. Donc là on passe de 48 secondes à 32 secondes. Ok. Vous voyez que ça diminue. Donc quand on passe du code séquentiel 87, code parallèle avec 2 cœurs, on a 48. Code parallèle avec 4 cœurs, on a 32 secondes. Ainsi de suite. Si on avait 8 cœurs, le temps allait diminuer. Donc vous voyez le gain qu'on a. Maintenant, en termes de précision, vous voyez ici, entre les deux, la précision, c'est au niveau de, voilà, jusqu'ici, c'est après là. Comme j'ai dit tantôt, hein, ici, on perd en précision. Pourquoi? Parce que ici, au lieu de 2, on a 4. Donc, chacun va renvoyer une valeur arrondie. Donc, plus on somme des valeurs arrondies, plus il y a des
Il y a des pertes quoi, en termes de précision. Mais bon, c'est des pertes minimes. Parce que si on va jusqu'à l'ordre de 11, jusqu'à 11 chiffres, c'est précis. D'accord? Jusqu'à 11 chiffres, c'est précis. D'accord? Alors, donc, est-ce que vous avez des questions? On va devoir s'arrêter. Donc, il est presque 19 heures. On va presque boucler les 4 heures de temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, moi, après, je vais vous envoyer ce code. Je vais vous l'envoyer, le code. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un exercice. Hein. Donc, vous aventurez à utiliser 8. Donc, c'est pas compliqué, quoi. Donc, faites des copier-coller pour avoir 8 cœurs. Et vous exécutez pour voir ce que ça vous donne, etc. De toute façon, après le prochain cours, on va voir comment on va généraliser, quoi. Au lieu d'écrire, par exemple, ici, c'est pas élégant. Si on a 8 threads, c'est pas élégant cette manière de programmer, d'ajouter task 4. Si on a 16, ça va être long et c'est pas élégant. Après, on va trouver une technique pour simplifier, optimiser le code, quoi. D'accord? Là, ça nous permettra de généraliser. OK? Voilà. Mais au moins, c'est bien de démarrer comme ça. Même si c'est long, ça permet de comprendre la démarche. Après, derrière, si on optimise, vous allez comprendre que ça, c'est du code optimisé. Et derrière, vous comprenez comment ça se passe, quoi. Parce que si on avait 32 cœurs, on ne va pas se mettre à créer jusqu'à 32, ce sera long. Ou bien 64 cœurs, créer task jusqu'à task 64. On peut user une boucle for int. Après, on voit si on va créer un tableau de tâches, un tableau de thread. D'accord? Donc, faire for int égale lancer, ce sera un code beaucoup plus simplifié et plus lisible. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a fait jusqu'ici? Messieurs, dames, les autres? Les autres, je vois qu'il y en a qui sont partis. Bah, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on s'arrête à ce niveau. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous envoyer, parce que là, j'ai enregistré la deuxième partie, je vous l'enverrai. Donc, soit je le mets dans le YouTube ou je vous l'envoie par WhatsApp. Après, vous partagez. Bon, le support aussi, si vous voulez, hein, je vous envoie le support, puisqu'on n'a pas encore terminé le chapitre 1. Si vous voulez, je vous l'envoie pour lecture. Ça ne me gêne pas. D'accord. Ok, alors, donc, on se dit la semaine prochaine. Inch'Allah, Rabbi. Alors, je vous remercie de votre patience. À très bientôt. Ok, au revoir.